Et pour notre Zoom du jour, un débat entre deux philosophes. Éric Guéguin, vous êtes animateur de la chaîne YouTube Politeia et auteur du livre Le miroir des peuples aux éditions Perspectives Libres. À côté de vous, Guilhem Golphin, vous êtes l'auteur de cet ouvrage Souveraineté et désordre politique. Et c'est sur cet ouvrage que va porter aujourd'hui notre débat, en rappelant que que je vous avais déjà reçu dans l'émission, dans le Zoom, pour parler du livre. Guilhem Golphin, pour vous, l'opposition entre supranationalisme et souverainisme est stérile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept ? Alors, oui, donc le propos de mon ouvrage, c'est en effet si je vais à l'essentiel, de dire que le retour à un paradigme souverainiste pour répondre au désordre actuel, dans une large mesure dû à ce qu'on appelle donc la mondialisation, où le supranationalisme est au moins insuffisant, sinon faux. Puisque donc j'essaie de montrer que malgré donc leur opposition bien réelle, le supranationalisme et donc ce qu'on peut appeler souverainisme, donc j'entends par là la politique fondée sur le principe de souveraineté, partagent en commun un certain nombre de choses, et notamment donc la conception même du politique, comme donc indépendance de décision, de législation par rapport à tout pouvoir extérieur à l'intérieur d'un État, et puissance suprême vis-à-vis donc de la population, vis-à-vis du pays. Simplement donc le souverainisme va faire fond sur ceci, donc considérer donc que c'est juste, et le supranationalisme va s'efforcer de brider donc cette souveraineté, de la mettre sur de carcan pour éviter certaines conséquences fâcheuses, donc politique éventuellement de puissance. Bon, historiquement, ça répond bien sûr à certains je dirais, contextes historiques qui ont amené donc à vouloir brider donc justement ce pouvoir, cette liberté, cette indépendance de décision. Mais fondamentalement, il y a derrière donc une conception qui est commune, semblable du politique. Et donc revenir à une sorte de paradigme antérieur, donc paradigme de la souveraineté donc antérieure au supranationalisme. Et pour moi, donc, vous vouez un peu à l'échec, par défaut de réflexion sur ce qu'est le politique. Éric Guéguin, est-ce que vous avez la contradiction à apporter au concept que vient d'exposer Guilhem Golphin ? En fait, Guilhem Golphin attaque frontalement le principe de souveraineté, mais de souveraineté moderne. Donc il rappelle que l'autorité religieuse était détentrice du pouvoir spirituel et le pouvoir politique était du côté du temporel. Ça, c'était dans l'ancien schéma au Moyen-Âge. Et ce que fait la modernité, c'est qu'elle opère un amalgame entre l'autorité, auctoritas, et le pouvoir, la potestas. Et donc, aujourd'hui, de nos jours, on a tendance à dire, c'est ce que soutiennent la majorité des penseurs de la souveraineté, a tendance à dire que l'autorité découle du peuple. Or, il faut, pour que cette autorité puisse vivre, il faut qu'elle soit placée une espèce de point de Sirius, c'est-à-dire un point en surplomb, comme c'était le cas typiquement avec Dieu au Moyen-Âge. Mais ça, c'est un problème de la souveraineté moderne, mais pour autant, je ne suis pas d'accord pour dire que ça invalide complètement le principe de souveraineté. Le principe de souveraineté, Aristote en parlait déjà, donc là, on fait le grand écart, on passe au-dessus du Moyen-Âge, on revient à l'Antiquité. Aristote en parlait déjà lorsqu'il mettait en scène la communauté politique. Il la voyait d'une certaine taille, d'une taille idoine. C'est-à-dire que pour lui, il ne fallait pas qu'elle soit trop petite pour pouvoir se défendre vis-à-vis de l'extérieur. Donc ça, c'était dans un souci d'autarcie. Et dans l'autarcie, on sent déjà la nécessité de la souveraineté. Il ne fallait pas qu'elle soit trop grande non plus pour éviter qu'il y ait trop d'hétérogénéité en son sein. Voilà. Donc dans l'hétérogénéité, c'est ce qu'aujourd'hui on entend, quand on entend parler de l'identité, c'est ça. Et le principe d'autarcie, c'est le principe de souveraineté. Donc ça n'invalide pas pour autant le principe de souveraineté, sachant qu'il est bien antérieur au christianisme. Donc en fait, est-ce que vous pouvez résumer en quoi vous vous opposez à la vision de Guilhem Golphin ?
Ce qu'il y a, c'est qu'il s'oppose, il invalide le principe de souveraineté. Or, il suffit d'aller puiser dans des principes qui n'ont pas été appliqués. La souveraineté n'est pas appliquée comme il faudrait aujourd'hui. Ça ne l'invalide pas pour autant, mais il faut aller puiser dans des préceptes qui sont bien antérieurs au christianisme. Parce que la lecture que je fais, moi, de son livre, c'est une lecture qui est très orientée vers le christianisme. Voilà. Guilhem Goffin, est-ce que vous avez un mot à rajouter? Oui, donc je crois qu'on peut se rejoindre avec Éric Guéguin de façon sur le fondamental, je dirais. Il y a pour une part une question de vocabulaire. Bon, la notion de souveraineté, le terme donc, apparaît au Moyen-Âge de fait, dans un contexte, je le rappelle dans mon ouvrage, de compétition entre autorités, avec l'idée qu'il faut une autorité suprême, et donc on va former ce terme qu'on traduira en français par souveraineté, puisque au départ, bien sûr, c'est en latin, c'est la summa autoritas, autorité suprême. Alors le problème, en effet, comme vous le rappeliez très justement, c'est qu'avec la politique moderne, on va fusionner ça avec, disons, la puissance publique. Et en fait, c'est ça que je critique. C'est absolument pas, et je le dis dans mon ouvrage, la question de l'indépendance ou de l'autarcie, bien au contraire, puisque j'y reviens. C'est simplement le fait de fonder, donc, de faire de la souveraineté le principe même du politique, c'est-à-dire de la fonder en fait sur le pouvoir, sur un pouvoir qui est décisionnaire, c'est-à-dire qui se considère comme radicalement indépendant, y compris de toute autorité spirituelle et à travers l'autorité spirituelle, ça peut être aussi dans les principes comme la loi naturelle, où on arrive à s'affranchir de ça. Si on n'y est pas encore avec Baudin en 1572, on y est 70 ans après avec Hobbes et le Léviathan, qui reprend la théorie de la souveraineté et qui en fait qui est un des jalons essentiels, bien sûr, dans cette théorie. Donc là, on arrive sur un pouvoir qui, quelque part, s'auto-constitue, ou quasiment, et qui, en tout cas, autoproclame ses propres normes. Et donc là, c'est précisément ça que j'attaque dans mon ouvrage. C'est absolument pas l'idée, bien sûr, d'une indépendance, d'une autarcie du pouvoir. C'est cette conception-là d'un pouvoir fondé sur l'indépendance radicale et sur la puissance. Et donc, ce qui suppose la négation de ce qui est quand même le principe premier chez Aristote, puisque vous faites allusion à Aristote, à savoir ce qu'on appelle le bien commun, ou ce qu'Aristote appelle le bien politique. Alors, Éric Guéguin, excusez-moi, dans son ouvrage, Guilhem Goffin relie souveraineté et individualisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez à redire sur ce lien que Guilhem Goffin fait? Alors pour cela, il faut que je fasse un petit détour historique. On est au XIVe siècle. Philippe le Bel se met à dos la papauté. Bon, pour des raisons politiques que je n'ai pas explicitées, il rompt en quelque sorte avec l'autorité de l'Église. Et en même temps, il institue les États généraux, qui conduiront 5 siècles plus tard à la prise de la Bastille, et il initie une souveraineté populaire. C'est-à-dire que tout s'initie à ce moment-là, au début du XIVe siècle. Et effectivement, comme le rappelle Jacques Sapir dans son ouvrage, il y a partie liée entre souveraineté et laïcité. Et donc, petit à petit, au fil des siècles, vont se développer l'idée d'une sphère privée, d'une sphère publique. C'est mis en avant dans son ouvrage également, que pour moi, je trouve très importante, fondamentale. C'est un acquis pour moi de l'histoire, savoir qu'il y a une sphère privée. Donc chacun, les individus, œuvrent leurs affaires privées dans la sphère privée, et dans la sphère publique, on fait de la politique. Donc là, les affaires religieuses sont rejetées dans la sphère privée, comme l'a fait Philippe le Bel en son temps. Le problème, c'est que la sphère publique devient du coup vide de toute substance. Et c'est la foire aux vanités, c'est le communautarisme, c'est toutes ces choses-là qui viennent se déverser sur la place publique, parce qu'elle est laissée vide. Elle est laissée vide parce qu'on a rejeté le christianisme. Et là, ce que je comprends, moi, dans les propos de Guilhem Goffin, c'est que pour résoudre le problème, il faudrait réinstituer le christianisme en lieu et place. Je pense que il faut retrouver du commun, il faut reconstruire de l'homogène avec des sociétés qui sont très hétérogènes, mais ça ne peut pas se fonder sur un principe de l'ancien temps. Il faut réinventer, il faut du génie politique pour réinventer du commun. Mais effectivement, là, il y a un impensé
chez les souverainistes, qui est la sphère publique. C'est pas seulement, ne consiste pas à rendre service aux sphères privées. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui assujettisse à un moment les individus. Guilhem Goldfin. Oui, ben là aussi, on va être assez facilement d'accord, enfin, peut-être pas jusqu'au bout, mais au moins, on a faire un large chemin ensemble. Au sens où si je comprends bien ce que vous dites, c'est qu'il faut retrouver en effet un bien commun. Donc, qui dit bien commun dit précisément une forme de communauté. Bon, la conception politique moderne se fonde, ça c'est pas moi qui le dis, je crois que c'est indéniable, sur le principe donc, de l'individu, donc de l'individualisme, non pas entendu forcément comme un comportement égoïste ou bêtement égoïste, comme on l'a de fait très, très largement de nos jours, mais l'idée c'est que ce ne sont plus les communautés naturelles qui sont au fondement de la société, c'est plus la famille notamment, mais c'est bien l'individu. Et donc à partir de là, vous le dites très justement, on a une conception de la société et par suite du politique qui est au service de l'individu. C'est l'inflation des droits dont on connaît donc aujourd'hui les dérives. Donc face à ça, il faut en effet retrouver une forme de réelle communauté, donc retrouver en effet du commun. Et ça ne peut se faire que si on rompt avec le principe de l'individualisme, qui, en fin de compte, si on le définit synthétiquement, l'individualisme, c'est la négation du bien commun, précisément. Donc c'est le règne des intérêts individuels, des biens individuels qui sont en compétition les uns par rapport aux autres. Donc c'est la négation de toute véritable cité de ce point de vue-là. Quelque part, c'est là où la modernité est anti-politique, à mon sens. Donc là, revenir sur ça, ça suppose donc de revenir à une certaine conception commune, on va dire, de l'humanité. Enfin, c'est au sens commune, je veux dire au sens où il y a un bien objectif que l'on pourrait définir. Bon, pour le dire de façon un peu plus concrète, ça va revenir à définir un ordre de vertus, mais qui ne seront pas définies souvent individuellement, qui correspondront à un bien réel, objectif si on veut, dans lequel tout un chacun peut se retrouver. Bien entendu, après, on pourra le décliner de façon différenciée, selon les peuples, bien entendu d'abord, éventuellement au sein des peuples, selon les couches sociales, selon les classes sociales, et tous les principes de différence qui peut jouer. Mais quand même sur un fond de communauté réelle, quant à un certain bien qu'on s'efforce chacun, autant que faire se peut, d'atteindre. Alors ça, toute la question par rapport à ça, c'est sur quoi on le fonde, justement. Bon, tout le problème de la laïcité aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose de creux, quelque chose de vide. C'est défini par un manque, par une négation, et ça ne propose rien. Donc ça ne peut pas attirer les énergies, ça ne peut pas mobiliser des énergies, puisque précisément, il n'y a rien. Donc, le problème à partir de là, c'est comment est-ce qu'on peut retrouver, en effet, sur quoi est-ce qu'on peut refonder cette idée de communauté, cette idée de vertu humaine. Éric Guéguin, vous avez une réponse ? Le problème, ce qu'il y a, c'est qu'on est obligé de prendre en compte l'hétérogénéité de la société. Et l'hétérogénéité, elle commence au sein même du christianisme par un courant athéiste. Et puis, là, bien sûr, les courants protestants. Cette hétérogénéité, on est obligé de la prendre en compte. Donc, une fois qu'on a pris en compte, on s'aperçoit qu'on ne peut pas refonder le bien commun sur les préceptes du christianisme. Bien sûr, il faut du sacré, mais je pense que le sacré c'est pas forcément le divin. On peut sacraliser certaines choses sans faire appel à des dieux. Moi, je connais des gens qui sont très attachés à des choses qui sont pour eux sacrées, qui sont athées, mais l'école pour eux c'est sacré, des choses comme ça, sans faire appel pour autant au divin. Je pense qu'il y a vraiment un bien commun, on va y revenir, mais à reconstruire, mais qui ne peut pas se fonder sur le christianisme. Or, je vous dis, c'est le ressenti que j'ai, et je mets en parallèle Jacques Sapir et Guilhem Goldfin, parce que je me situe un peu entre les deux. Je sens qu'il y en a un qui veut vraiment remettre à l'honneur le christianisme, et il y en a un, et l'autre, en face,
est totalement opposé à l'idée de religion. Il en vient à nier des trucs qui sont pour moi aberrants. L'idée de, il n'y a pas de droit naturel pour lui, il n'y a pas de, il est vraiment hostile à toute idée de religion. Et partant de là, comme le dit Guilhem Goldfin, bah la laïcité, c'est quoi? C'est une coquille vide. Il n'y a rien. On n'a rien en partage. On contente des individus, mais on n'a rien en partage. Il faut retrouver quelque chose en partage. Ça ne peut pas être le christianisme. Guilhem Goldfin, vous vouliez ajouter rapidement. Oui, juste par rapport à ça, là où on pourra en effet se retrouver en partie, c'est que je défends en effet l'idée que quelque part le recours au christianisme, enfin peut-être pour le dire ainsi, m'apparaît inévitable, mais comment dire, en même temps il serait insuffisant. C'est-à-dire que la notion de bien commun, elle suppose aussi un effort d'ordre rationnel. Bon, en fait, il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas 36 solutions. Vous faites très, très justement allusion à la loi naturelle. Si on veut retrouver en effet un ordre des vertus, il faudra revenir à une certaine conception d'une loi naturelle, c'est-à-dire d'une loi dont l'homme ne décide pas, enfin, donc, que l'homme ne crée pas. Donc toute la question, c'est de savoir sur quoi on l'appuie. Et pour une part, en tout cas, ça sera à mon sens insuffisant, mais par contre absolument nécessaire, indispensable. Il y a bien entendu le niveau, je dirais, de la raison. Et là où on pourra espérer retrouver une certaine communauté, en effet, on va dire, indépendamment des différences religieuses ou l'athéisme ou autres, qui sont indéniables, donc on ne va pas surmonter en un tour de main, donc qui sont des choses qui vont bien sûr durer, s'inscrire encore dans la durée pendant longtemps. Si on peut essayer d'arriver à trouver une communauté, ça sera sans doute d'abord par un certain effort rationnel. Maintenant, reste après, je dirais au-delà, à savoir sur quoi est-ce qu'on appuie, est-ce que la nature suffit comme... En gros, donc, le penser donc, les anciens pour justifier la loi naturelle, ou est-ce que donc, on doit l'appuyer sur un principe divin? Bon, à mon sens, on ne pourra pas faire l'économie d'un principe divin. Bon, on pourrait en discuter longtemps, mais disons que le religieux, on ne le chassera pas de l'humanité. Bon, il reviendra toujours dans une forme ou sous une autre. Est-ce que ça sera le christianisme ou autre chose? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que le christianisme est une religion qui laisse une certaine autonomie à la nature, qui laisse donc une certaine, je dirais, sphère profane, je ne dirais pas laïque, parce que ça c'est piégé, mais profane, donc qui n'est pas directement sacrée, dans laquelle on peut trouver peut-être des points communs avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes croyances religieuses, ou leur foi religieuse. Je ne suis pas sûr que d'autres croyances religieuses permettent ceci. Je suis même assez convaincu que non. Mais bon, là, après, c'est encore un débat à part entière. Je vous propose maintenant d'aborder le troisième thème de notre débat, messieurs, à propos de l'arbitraire du souverain. Éric Guéguin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous en pensez? Vous estimez qu'il y a un impensé sur cette notion? Je pense oui. Alors là, c'est typiquement aussi le livre de Sapir, il y a le mot démocratie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre de l'ouvrage de Jacques Sapir? Oui, pardon, excusez-moi, ça fait 3 fois que j'en parle. Alors c'est souveraineté, démocratie, laïcité, ou laïcité, démocratie, je ne sais plus l'ordre. Il est paru il y a 2 ans chez Michalon. Voilà. Et donc il faut vraiment, c'est important de lire ces 2 ouvrages en même temps, de voir de quelle manière ils se répondent l'un à l'autre. Et donc, oui, je pense qu'il y a un impensé parce que la plupart des souverainistes se fondent, effectivement, ils ont raison de le dire, depuis le camouflet de 2005, depuis le fait qu'on a demandé le référendum, les gens se prononcent pour le non et c'est le oui qui continue à l'emporter. En fait, c'est pas qu'il y a eu que la souveraineté est en panne, c'est qu'il n'y en a jamais eu. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le peuple n'a ni le pouvoir, ni l'autorité, il n'a pas de souveraineté. Et ce qu'il faut remettre en cause, je le dis souvent quand j'interviens, c'est carrément le régime politique, la manière dont on fait de la politique qui est totalement à revoir. Sur ce plan-là, je vous rejoins. Et qui est totalement à revoir. Il faut revoir totalement le régime politique et arrêter d'appeler démocratie ce qui n'en est pas. Et malheureusement, Jacques Sapir ne le fait pas.
Comment vous définiriez justement le régime dans lequel on est aujourd'hui? Vous pensez que c'est une tentative de démocratie? C'est pas une tentative, c'est un masque, c'est un ensemble de, il y a une ochlocratie, c'est-à-dire le pouvoir de la masse indistincte, mêlé à une oligarchie, c'est-à-dire des gens qui ont le pouvoir parce qu'ils sont copains, parce qu'ils ont de l'argent, parce que voilà, il y en a dans tous les milieux, et voilà, c'est un mélange de ces deux-là. Il y a rien de, c'est tout ce qui est de mauvais. C'est le mauvais côté de l'aristocratie et le mauvais côté de la démocratie, qui sont liés tous les deux ensemble. C'est ça, on vit là-dedans, quoi. Guilhem Golphin. Oui, alors sur ce plan-là, je vous rejoins complètement. C'est dans les termes classiques, bon, qui sont plus ou moins adaptés parce que le contexte est très différent, mais c'est une forme de tyrannie, voilà, de plutocratie en effet. Bon, le règne de plutocratie, donc c'est le pouvoir aux riches. Bon, je crois qu'on est quand même assez bien dedans. Après, oui, matiner un peu une sorte de démocratie, parce qu'il bon, y a les élections, parce que jusqu'à nouvel ordre, elles ne sont pas trop truquées chez nous, donc ça fonctionne de ce point de vue-là. Mais bon, l'opinion n'appartient pas au peuple. Enfin, l'opinion est quand même largement faite par les personnes qui sont au pouvoir. On voit bien encore actuellement tous les débats autour de la liberté d'expression et de son éventuelle restriction par une nouvelle loi. Donc ça ne fait que confirmer une tendance qui n'est pas nouvelle. Sur l'arbitraire, sinon du souverain, je crois que c'est un des problèmes que je souligne dans mon ouvrage concernant le principe de souveraineté. C'est que tel qu'il a été mis en œuvre à l'époque moderne, en effet, il suppose l'affranchissement par rapport à la loi naturelle, et par conséquent, il n'y a plus de normes objectives, et donc le pouvoir est discrétionnaire par rapport à ses propres normes. Bon, ce qui, dans les faits, n'est pas forcément toujours le cas, puisque là on retomberait sur le point de départ, sur le supranationalisme, où il y a une certaine norme commune qu'on essaie d'imposer, mais laquelle est elle-même définie de manière arbitraire. Donc bon, en fait, on recule un peu pour mieux sauter. On n'échappe pas à cet arbitraire, puisque on est sur ce qu'on peut résumer d'un terme, c'est une sorte de volontarisme politique. Si on entend par volontarisme le fait que la volonté n'est pas ordonnée justement à un ordre objectif du bien. Je vous propose de terminer notre débat sur le dernier point, le bien commun. Je vous propose de répondre directement. Guilhem Golphin, pour vous, ce bien commun ne s'envisage que sous les auspices du christianisme, et on donnera la parole après à Éric Guéguin. Alors, en fait, on a commencé un petit peu à évoquer ça tout à l'heure. Hein. Donc, je peux résumer ce que je disais, et puis je vais laisser la parole à Éric Guéguin. C'est le fait que, à mon sens, le fondement, en effet, on va dire ultime, personnellement, je ne suis pas capable de le voir dans une autre spiritualité, on va dire, que la foi chrétienne. Maintenant, cette foi permet justement une autonomie du temporel, un domaine du profane, et autant ce domaine du profane seul me semble insuffisant, autant un fondement strictement religieux, directement religieux, me semble également insuffisant. Enfin, les deux, foi et raison, comme selon les formulations classiques, marchent ensemble, se confortent mutuellement, et la raison a son travail, bien sûr, à faire. Mais ça suppose, bien sûr, aussi de revenir sur la philosophie moderne. Il y a beaucoup de travail, bien sûr, à faire par rapport à ça. Mais il y a une zone, il y a un domaine qui est très clairement accessible, je dirais, aux bonnes volontés sur un plan naturel. Et donc là, ouvert a priori à des personnes de croyances différentes. Éric Guéguin. Alors en fait, pour parler de bien commun, il faut pouvoir parler de droit naturel. Et pour moi, Guilhem Golphin comme Jacques Sapir font la même erreur, c'est-à-dire qu'ils amalgament droit naturel et droit divin. Le droit naturel, c'est forcément divin. Je comprends la logique qui est celle de Guilhem Golphin. Pour Jacques Sapir, c'est plus ennuyeux parce que pour moi, toute vie sur Terre découle d'une sorte de logique de droit naturel. Il n'y a aucune raison de croire que l'homme soit exclu de ça. Sinon, faire intervenir une intelligence supérieure qui l'a doté Donc, le seul recours contre le droit divin, c'est plutôt de faire intervenir un droit naturel. Il y aurait tout intérêt à faire intervenir un droit naturel. Seulement, le droit naturel, c'est de la métaphysique. Il y a beaucoup de gens qui associent ça à de la théologie, donc ils rejettent ça, encore une fois, dans la sphère privée.
Pas de droit naturel. Pourtant, on peut refonder un bien commun sur du droit naturel et sans faire intervenir Dieu. C'est-à-dire que quand on lit Aristote, Aristote nous dit que nous sommes des animaux politiques rationnels, c'est-à-dire que nous sommes fondés, nous sommes fondés à vivre en communauté, à nous réaliser dans nos rapports les uns avec les autres, à nous réaliser intellectuellement. Et ce droit naturel d'Aristote, on peut trouver des principes politiques qui en découlent. Et notamment, Aristote nous dit, nous sommes obligés de vivre dans des communautés de taille, comme je le disais tout à l'heure, ni trop petite, ni trop grande. Et ça, c'est un truc qui est pour moi génial, parce que on s'appuie d'une part sur quelque chose qui est vraiment universel, c'est-à-dire on trouve dans la nature des principes dont vont découler des principes politiques, à savoir au niveau individuel, je dois me sustenter, je dois me réaliser intellectuellement, etc. Et au niveau de l'espèce, on doit se reproduire pour se perpétuer. Tout ça, je n'ai pas fait intervenir Dieu, pourtant des principes politiques peuvent découler de tout ceci. Je pense qu'il y a tout vraiment un champ à investir là-dedans, qu'on retrouve dans la philosophie politique classique des Grecs, qui a été, je dois le rappeler, un modèle pour aussi bien les penseurs chrétiens du Moyen-Âge que musulmans que juifs. Et il y a vraiment tout un champ à investir pour refonder, pour retrouver ce que c'est et le droit naturel et le bien commun. Le bien commun, c'est-à-dire que de temps en temps, les individus, ce sont des individus, mais de temps en temps, ils sont membres d'une communauté politique, ils sont assujettis à celle-ci, ils doivent donner de leur temps. Et c'est comme ça qu'on fonde le bien commun. Eh bien, écoutez, messieurs, c'est sur ces mots que se termine notre débat. Je vais rappeler les titres de vos ouvrages respectifs. Donc, Souveraineté et désordre politique, c'est pour Guilhem Golphin. Et notre post-production devra pouvoir afficher la couverture de l'ouvrage d'Éric Guéguin. Le miroir des peuples, c'est aux éditions des Perspectives Libres. Merci, messieurs. Merci. Merci beaucoup.